On l'appelait l'homme le plus riche des 3 comtés. Et pourtant, Guillaume Mercier semblait n'avoir pas mangé de repas décent depuis des semaines. Ses vêtements étaient rapiécés, ses bottes trouées aux semelles, et ses mains crevassées témoignaient d'années de labeur qui semblaient ne mener nulle part. Chaque matin, cependant, il se dirigeait vers cette vieille écurie de bois délabré, derrière sa maison en ruine, portant un seau rempli de la meilleure avoine que l'argent pouvait acheter. À l'intérieur de l'écurie se tenait Foudre, un cheval demeuré immobile, soutenu par un système élaboré de lanières de cuir et d'attelles en bois, que Guillaume avait construit de ses propres mains. Les yeux de Foudre étaient vifs, intelligents, mais ses jambes pendaient inutiles. Les gens du village chuchotaient que Guillaume avait perdu la tête le jour où le docteur Durand, le vétérinaire, avait rendu son verdict. « Il ne marchera plus jamais », avait-il dit, secouant la tête avec la certitude d'un homme qui avait vu trop d'animaux brisés. La plupart des gens auraient mis fin à la souffrance du cheval sur le champ. Mais Guillaume avait regardé Foudre, et quelque chose dans ses yeux sombres l'avait forcé à faire un autre choix. 10 ans plus tard, les mêmes personnes qui le traitaient de fou l'appelaient aussi le millionnaire du carrefour des meuniers. Il venait sur sa propriété pour acheter des terres qu'il ne semblait pas posséder, mendiant des investissements qu'il ne pouvait assurément pas se permettre, et demandant des prêts à un homme qui avait l'air de ne même pas avoir 2 pièces de monnaie à frotter l'une contre l'autre. Mais ce qu'ils ignoraient, ce que personne en ville n'avait encore découvert, c'était pourquoi un homme qui vivait comme un indigent était secrètement la personne la plus fortunée à des centaines de kilomètres à la ronde, et pourquoi tout cela était lié à un cheval dont tout le monde disait qu'il ne marcherait plus jamais. La réponse résidait dans quelque chose que Foudre faisait chaque nuit depuis 1 an, quelque chose dont Guillaume avait eu trop peur de parler, car il savait qu'on ne le croirait jamais. Le matin où Guillaume devint millionnaire, personne ne le remarqua, car il était couvert de fumier de cheval et de larmes. Il était agenouillé à côté de Foudre dans la pénombre de l'écurie, passant ses mains calleuses sur les jambes immobiles de l'étalon. 10 années de cette routine avaient gravé de profondes rides sur le visage de Guillaume, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il sentait que c'était la fin de tout ce pourquoi il avait travaillé. Ses derniers 20 $ se trouvaient dans la poche de son manteau, à peine de quoi acheter la nourriture d'une semaine supplémentaire. Après cela, il devrait faire le choix qu'il évitait depuis une décennie. « Je suis désolé, mon ami, » murmura-t-il, pressant son front contre l'encolure de Foudre. La respiration du cheval était régulière, puissante, mais ses jambes robustes demeuraient aussi inutiles que le jour où le docteur Durand avait secoué la tête et s'était éloigné. « Je ne sais pas combien de temps je peux continuer. » Foudre tourna sa tête magnifique vers Guillaume, ses yeux sombres et intelligents semblant comprendre chaque mot. Pendant 10 ans, ce cheval avait été son unique compagnon, sa seule raison de vivre. Alors que la ville se moquait et le traitait de fou, Guillaume avait dépensé chaque centime jamais gagné pour maintenir Foudre en vie, confortable et aimé. Il avait vendu la terre de son père, pièce par pièce, fait des doubles quarts à l'usine et sauté des repas plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Un coup à la porte de l'écurie interrompit son désespoir. Guillaume essuya rapidement ses yeux et leva les yeux pour voir le maire Victor Dubois dans l'encadrement, la main à la tête et une expression qui semblait presque respectueuse. « Guillaume, » dit le maire, son ton condescendant habituel, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la stupeur. « Nous devons parler. Si vous êtes encore là pour les taxes foncières… » « Non, non !» Victor entra dans l'écurie, jetant un regard nerveux à Foudre. « Je suis là pour l'autre affaire, la proposition d'affaires, dont nous avons discuté la semaine dernière. » Guillaume fronça les sourcils. Il n'avait discuté d'aucune proposition d'affaires. En fait, le maire traversait généralement la rue pour éviter de lui parler. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, Victor. » Les yeux du maire s'écarquillèrent. « Guillaume, ne jouez pas avec moi. La moitié du territoire parle de votre succès. Les investisseurs du chemin de fer, les barons du bétail, même des gens de la capitale posent des questions. » Il baissa la voix jusqu'à un murmure. « Combien valez-vous réellement ?» Avant que Guillaume ne puisse répondre, une agitation éclata à l'extérieur. Des voix, beaucoup d'entre elles, et le son de chevaux s'approchant rapidement. Le visage de Victor devint pâle,
tandis qu'il regardait par la porte de l'écurie. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Ils ont découvert où vous habitez. » 6 hommes en costume coûteux mirent pied à terre et approchèrent de l'écurie, avec l'assurance de gens qui s'attendaient à être accueillis. Guillaume n'en avait jamais vu aucun, mais ils marchèrent vers lui comme de vieux associés d'affaires. Monsieur Mercier lança le plus grand, un homme aux cheveux argentés, dont la chaîne de montre en or brillait à travers son gilet. « Théodore Noir, du consortium bancaire territorial. Nous essayons de vous joindre depuis des semaines. » Guillaume regarda du banquier au maire Dubois, qui transpirait maintenant malgré l'air frais du matin. « Me joindre à propos de quoi ? Votre compte, bien sûr. » Théodore sourit et tira un portefeuille en cuir de sa sacoche de selle. « Les virements ont été traités exactement comme vous l'aviez demandé, bien que je doive dire que votre méthode de communication est peu orthodoxe. » « Quel virement ?» La voix de Guillaume se brisa. Derrière lui, Foudre se déplaça légèrement, le harnais de cuir grinçant. C'était le plus grand mouvement que le cheval avait fait depuis des mois. Le sourire de Théodore vacilla. Il jeta un coup d'œil à ses compagnons, puis revint à Guillaume. « Monsieur, êtes-vous en train de dire que vous n'êtes pas au courant des dépôts, des investissements, des acquisitions de terres faites en votre nom ?» Le maire Dubois s'avança, sa voix à peine un murmure. « Guillaume, ils disent que vous faites des affaires, des grosses, depuis des mois, des affaires qui valent. » Il déglutit difficilement. « Plus d'argent que toute cette ville n'envoie en un an. » Le banquier hocha gravement la tête. « À compter de ce matin, vos avoirs totalisent un peu plus d'1 200 000 $. Monsieur Mercier, vous êtes l'un des hommes les plus riches du territoire. » Les jambes de Guillaume faillirent lâcher. Il s'agrippa à la porte du box de Foudre pour se soutenir, son esprit vacillant. 1 million de $. C'était impossible. Il avait 20 $ en poche et un cheval qui ne pouvait pas marcher. Il vivait de restes et d'espoir depuis une décennie. « Il doit y avoir une erreur, parvint-il à dire. Je n'ai jamais fait d'affaires, je n'ai pas d'investissement. Mais les instructions sont venues avec votre sceau, monsieur, votre signature, même des détails que seul vous connaîtriez. » Théodore ouvrit le portefeuille et sortit une feuille de papier. « Comme le fait que vous prenez soin d'un étalon paralysé nommé Foudre, depuis exactement 10 ans, 3 mois et 6 jours. » Le sang de Guillaume se glaça. Personne ne connaissait ces détails précis, sauf lui. Il n'avait jamais révélé la date exacte de l'accident de Foudre, ni mentionné le nom du cheval à plus d'une poignée de personnes. Foudre hennit soudainement un son aigu d'urgence. Les oreilles du cheval étaient dressées, alertes d'une manière que Guillaume n'avait pas vue depuis avant l'accident. Foudre fixait directement quelque chose derrière le groupe d'hommes. Lorsque Guillaume suivit le regard du cheval, son cœur s'arrêta. Là, à peine visible dans l'ombre du vieux chêne, se tenait une silhouette qu'il reconnaissait, mais qu'il ne s'attendait plus à voir. Quelqu'un qui aurait dû être mort depuis 10 ans. La silhouette sortit des ombres, et le cœur de Guillaume tambourina contre ses côtes. Ce n'était pas un fantôme, c'était Marc Fournier, son ancien partenaire d'affaires, l'homme que tout le monde croyait mort dans l'effondrement de la mine, il y a 10 ans. Marc avait vieilli, ses cheveux étaient maintenant gris, son visage buriné par des années de clandestinité. Mais ses yeux verts perçants étaient incontestables. Il porta un doigt à ses lèvres, signalant le silence, puis se fondit à nouveau dans les arbres, aussi silencieusement qu'il était apparu. « Monsieur Mercier !» La voix de Théodore sembla venir de loin. « Vous sentez-vous bien, monsieur ?» Guillaume se força à se concentrer sur le banquier. « Oui, c'est juste beaucoup à encaisser. » Son esprit s'emballait. Marc était vivant. Marc, qui avait toujours été un génie des chiffres, qui pouvait prédire les tendances du marché, comme lire le temps qu'il ferait demain. Marc, qui était supposé être mort le jour même où Foudre avait été estropié dans ce terrible accident. « Peut-être pourrions-nous discuter des détails à l'intérieur, » suggéra un des autres banquiers. « Il y a plusieurs opportunités d'investissement qui requièrent votre attention immédiate. »« Non, » dit Guillaume rapidement. « Pas aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour digérer tout cela. » Le maire Dubois s'approcha, sa voix pressante. « Guillaume, vous ne pouvez pas renvoyer ces messieurs. Ils vous offrent des opportunités qui pourraient vous rendre encore plus riche. On parle d'un contrat ferroviaire valant. » J'ai dit non. La voix de Guillaume portait une fermeté qui surprit tout le monde, y compris lui-même.
Messieurs, j'apprécie votre déplacement, mais j'ai besoin de vérifier ces affirmations. Vous comprenez, j'en suis sûre. Théodore hocha lentement la tête. Bien sûr, monsieur Mercier, même si le temps presse pour plusieurs de ces entreprises. Il remit à Guillaume une épaisse enveloppe. Vos récents relevés de transactions, examinez-les à votre guise. Alors que les hommes se préparaient à partir, Foudre hennit à nouveau, le même son urgent. La tête du cheval était tournée vers l'arrière de l'écurie, où une petite porte menait au pâturage. Pendant 10 ans, cette porte était restée fermée. Il était inutile de l'ouvrir pour un cheval qui ne pouvait pas marcher. Mais maintenant, Guillaume remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. La porte était légèrement entr'ouverte, et il y avait de fraîches éraflures dans la terre autour d'elle. Non pas les éraflures qui proviendraient de ses propres bottes, mais des entailles plus profondes, comme si quelque chose de lourd avait été traîné sur le sol. Après le départ des visiteurs, Guillaume attendit d'être certain qu'ils étaient partis avant de se diriger vers l'arrière de l'écurie. Les yeux de Foudre suivaient chacun de ses mouvements, plus alertes que Guillaume ne l'avait vu depuis des années. « Qu'est-ce que c'est, mon ami » murmura-t-il, tendant la main vers la poignée de la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, ses genoux faillirent plier. Là, clairement visible dans la terre meuble du pâturage, se trouvait une piste d'empreintes de sabots menant de la porte de l'écurie au vieux chêne et revenant. Mais c'était impossible. Foudre n'avait pas marché depuis 10 ans. Cette nuit-là, Guillaume ne put dormir. Il resta assis dans l'obscurité de sa cuisine, l'enveloppe de Théodore étalée sur la table. Les documents à l'intérieur étaient réels. Relevés bancaires, titres de propriété, certificats d'investissement, tous portant son nom et sa signature. Mais l'écriture n'était pas la sienne. C'était celle de Marc Fournier. Chaque transaction, chaque affaire, chaque investissement qui avait bâti cette fortune mystérieuse au cours de la dernière année avait été orchestré par son partenaire supposément mort. Mais comment et pourquoi maintenant, après 10 ans de silence, un léger bruit provenant de l'écurie fit figer Guillaume. C'était à peine audible, mais incontestable. Le grincement de lanières de cuir ajustées, le froissement de sabots sur la paille. Il attrapa sa lanterne et se glissa dehors, ses pieds nus silencieux sur le sol froid. La porte de l'écurie était légèrement ouverte, tout comme il l'avait laissée plus tôt. Mais maintenant, il pouvait entendre Foudre respirer différemment. Non pas la respiration superficielle et fatiguée d'un animal paralysé, mais le rythme profond et régulier d'un cheval qui avait été actif. Guillaume poussa lentement la porte et faillit laisser tomber la lanterne. Foudre se tenait debout au milieu de son box, n'étant plus suspendu par le harnais de cuir. Les jambes de l'étalon tremblaient sous l'effort, mais il se tenait seul, sa tête magnifique portée haut. « Mon Dieu !» murmura Guillaume. Foudre se tourna vers lui, et dans ses yeux intelligents, Guillaume vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, la culpabilité. Le cheval savait. D'une manière ou d'une autre, Foudre marchait depuis des mois, peut-être plus, mais seulement quand Guillaume ne regardait pas. « Tu t'es échappé la nuit, n'est-ce pas ?» La voix de Guillaume était à peine audible. « C'est comme ça que Marc a pu… » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Marc avait survécu à l'effondrement de la mine, mais ne pouvait se révéler. Peut-être devait-il de l'argent à des gens dangereux, ou était-il recherché pour un crime. Il vivait caché, regardant Guillaume se débattre pour prendre soin de Foudre, attendant le bon moment pour aider. Et Foudre brillant et loyal, se rétablissait lentement, ses os de jambes brisées se ressoudaient progressivement par pure détermination et mouvement prudent. Les tendons déchirés et les muscles endommagés avaient guéri mois après mois, renforcés par les exercices nocturnes secrets. Ce que le docteur Durand n'avait pas su, c'est que les fractures de Foudre, bien que graves, avaient été des cassures nettes, qui pouvaient se réparer avec du temps et de la patience. Le cheval avait gardé son rétablissement secret, comprenant d'une certaine manière que sa paralysie était la seule chose qui maintenait l'attention de Guillaume, son amour, sa raison de vivre. La nuit, quand Guillaume dormait, Foudre se libérait de son harnais et rejoignait Marc dans le pâturage. Ensemble, ils menaient des affaires depuis plus d'1 an. Marc utilisait Foudre comme messager, le cheval portant des papiers et des signaux, vers et depuis des contacts à travers le territoire.
un cheval paralysé était la couverture parfaite. Personne ne soupçonnerait un animal incapable de bouger, d'être impliqué dans des communications secrètes. Un bruissement dans le foin fit tourner Guillaume et Foudre. Marc Fournier sortit des ombres, les mains levées en signe de paix. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, Guillaume, laisse-moi t'expliquer, » dit Marc doucement. « Je n'ai jamais voulu que cela dure aussi longtemps. J'allais tout te dire une fois que nous aurions gagné assez pour assurer ton avenir. » Mais le bruit de cavaliers s'approchant l'interrompit. De nombreux cavaliers arrivant vite et avec détermination. Les oreilles de Foudre se couchèrent sur sa tête et le visage de Marc devint blanc de terreur. « Ils m'ont trouvé, » murmura Marc. « Guillaume, quoi qu'il arrive, souviens-toi que tout ce que nous avons fait, c'était pour toi. » Guillaume écarta Marc et attacha la bride autour de la tête de Foudre avec des mains fermes. « Si nous faisons cela, nous le faisons correctement. » Les chasseurs de primes défoncèrent la porte de l'écurie, juste au moment où Marc se hissait sur le dos de Foudre. Pendant un moment terrifiant, tout le monde se figea. Les chasseurs étaient choqués de voir un homme monter sur un cheval qu'ils croyaient estropié. Marc était terrifié que les jambes de Foudre ne lâchent, et Guillaume priait pour que 10 ans de rétablissement secret aient suffi. Foudre fit un pas, puis un autre. Ses jambes tinrent au bond. « Fils de... » Le chef des chasseurs de primes commença à jurer, mais ses mots furent perdus alors que Foudre explosait soudainement en mouvement. L'étalon ne fit pas que marcher ou trotter. Il jaillit de l'écurie comme un éclair noir, ses muscles puissants, enfin libres, de montrer ce qu'une décennie de guérison patiente avait accompli. Marc se cramponna aux rênes, tandis que Foudre franchissait la clôture dans un bond magnifique qui aurait été impossible pour un cheval vraiment paralysé. « Poursuivez-les » cria le chasseur de primes, mais ces hommes se précipitaient déjà vers leur monture. Guillaume regardait avec stupéfaction Foudre porter Marc à travers le pâturage avec une grâce fluide. Ce n'était pas le mouvement hésitant d'un animal récemment guéri. C'était un cheval en parfaite condition, plus fort peut-être qu'il ne l'avait jamais été avant l'accident. Toutes ces nuits d'exercice secret avaient fait de Foudre quelque chose d'extraordinaire. Cependant, les chasseurs de primes étaient des pisteurs expérimentés, et leurs chevaux étaient frais. Ils se dispersèrent pour couper les voies d'évasion de Marc, le forçant vers le terrain rocailleux près de la gorge du diable, où un cheval pouvait facilement trébucher. « Par ici !» cria Guillaume, courant le long de la clôture. Il connaissait ces terres mieux que n'importe quel étranger. L'ancienne route minière. Marc l'entendit et fit pivoter Foudre vers un sentier étroit qui serpentait entre les collines. C'était un terrain traître, plein de pierres déchaussées et de trous cachés, mais c'était aussi la route la plus rapide vers la route principale où Marc pourrait trouver de l'aide. Foudre navigua sur le chemin dangereux, avec une adresse surnaturelle. Mais ce n'était pas surnaturel du tout. C'était l'intelligence, le pied sûr et la confiance profonde entre le cheval et le cavalier qui s'étaient bâtis au fil de leurs escapades nocturnes secrètes. Les chasseurs de primes essayèrent de suivre, mais leurs chevaux n'étaient pas familiers avec le terrain. L'un trébucha, projetant son cavalier à terre. Un autre se cabra devant une section particulièrement raide, coûtant un temps précieux. Alors que Marc et Foudre franchissaient la crête de la colline et disparaissaient de la vue, le chef des chasseurs de primes reporta son attention sur Guillaume. « Où va-t-il aller ?»« Je ne sais pas, » dit Guillaume sincèrement. Marc pouvait se diriger n'importe où, vers la capitale, vers le chemin de fer, ou retrouver des contacts qui l'aideraient à disparaître à jamais. Le chasseur de primes étudia le visage de Guillaume, puis hocha lentement la tête. « Peut-être que vous ne savez pas, mais vous allez nous aider à le trouver quand même. » Il sortit un document de son manteau. « Ceci est un privilège sur toutes les propriétés et actifs appartenant à Marc Fournier et à ses associés. Cela vous inclut, partenaire. À moins que Fournier ne paie ce qu'il doit dans les 7 jours, nous prendrons tout. Votre terrain, votre maison et chaque centime de cette fortune qu'il a bâtie en votre nom. » Le cœur de Guillaume se serra. Même si Marc s'échappait, ils étaient toujours piégés. L'argent était légalement à lui, mais ces hommes avaient le pouvoir de tout leur prendre, à moins qu'ils ne trouvent un moyen de payer la dette de Marc d'abord. Après le départ des chasseurs de primes, Guillaume resta seul dans sa cuisine, fixant les documents légaux. Marc devait 50 000 $, une fortune pour la plupart des gens,
mais moins d'un dixième de ce que les affaires secrètes avaient rapporté. Le problème était que tous les investissements étaient bloqués dans des contrats à long terme et des transactions immobilières qui ne pouvaient être liquidées rapidement. Un léger hennissement de l'extérieur le fit lever les yeux. Foudre se tenait à la barrière du pâturage, ne prétendant plus être impuissant. Le pelage de l'étalon brillait sous le soleil de l'après-midi, et son port fier montrait au monde ce que Guillaume avait toujours cru, que ce cheval était quelque chose d'extraordinaire. C'est alors que l'idée le frappa. Guillaume courut à l'écurie et sortit la boîte où il gardait les papiers de Foudre, les certificats d'élevage, les registres de lignée, et un document qu'il avait presque oublié. Foudre n'était pas n'importe quel cheval. Il était le descendant d'Éclairvif, le cheval de course légendaire dont la progéniture atteignait des prix astronomiques auprès d'acheteurs fortunés à travers le territoire. Pendant 10 ans, tout le monde avait supposé que Foudre était sans valeur à cause de sa prétendue paralysie. Mais maintenant que Foudre pouvait marcher, pouvait courir comme le vent lui-même, sa valeur venait d'augmenter 1000 fois. Le soir, Guillaume avait envoyé le mot à chaque éleveur de chevaux, propriétaire de ranch et collectionneur fortuné, dans un rayon de 100 km. Le message était simple. Foudre, le fils supposément paralysé d'Éclairvif, avait fait un rétablissement miraculeux et était disponible pour des services d'étalon. La réponse fut immédiate et écrasante, car son valet, le plus riche baron du bétail du territoire, arriva le lendemain matin avec un chariot rempli d'or. « Nommez votre prix, Mercier. Je paierai n'importe quoi pour les droits de reproduction de cet étalon. » Avant que Guillaume ne puisse répondre, 2 autres calèches s'arrêtèrent, puis une autre. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le milieu des courses. Un cheval de la lignée de Foudre, cru perdu à jamais, était de nouveau disponible. 50 000 pour les droits exclusifs d'1 an, annonça Elisabeth Harcourt, l'héritière de l'acier de la capitale. 75 000 contre-attaqua immédiatement Carson Valley. 100 000 déclara le juge Moreau, qui avait voyagé toute la nuit depuis le palais de justice territorial. Guillaume écoutait avec stupéfaction la flambée du prix. Ces gens n'achetaient pas seulement des droits d'élevage, ils investissaient dans l'avenir des courses de chevaux sur le territoire. Les poulains de Foudre vaudraient eux-mêmes des fortunes, et tout le monde voulait être le premier à garantir l'accès. Mais l'offre la plus élevée vint d'une source inattendue. Théodore Noir, le banquier qui était venu plus tôt, s'avança avec une sacoche en cuir. « Monsieur Mercier, dit-il formellement, notre consortium est prêt à vous offrir 200 000 $ en espèces, plus un contrat permanent garantissant que la progéniture de Foudre sera vendue exclusivement via notre réseau. Vous recevrez 60% de tous les bénéfices des ventes futures. » La foule devint silencieuse. 200 000 $ étaient donc plus que suffisants pour payer la dette de Marc, avec de l'argent restant pour assurer l'avenir de Guillaume à jamais. Foudre sembla comprendre ce qui se passait. L'étalon se cabra fièrement, exhibant la force et la grâce qui avaient été cachées si longtemps. Après 10 ans passés à être plaint comme un animal brisé, Foudre recevait enfin la reconnaissance qu'il méritait. Mais avant que Guillaume ne puisse accepter l'offre, un autre cavalier s'approcha au galop, et le cœur de Guillaume bondit lorsqu'il reconnut de qui il s'agissait. Marc Fournier arriva sur un cheval emprunté, son visage éclairé par l'espoir au lieu de la peur. Derrière lui chevauchèrent le shérif Leclerc et 2 maréchaux fédéraux, mais leurs expressions étaient amicales, non menaçantes. « Guillaume !» cria Marc, mettant pied à terre rapidement. Les chasseurs de primes étaient eux-mêmes des hommes recherchés. Lorsque j'ai atteint la ville et raconté mon histoire, les maréchaux les ont arrêtés pour extorsion et séquestration. Leur privilège contre toi ne vaut rien. La foule d'acheteurs potentiels murmura de confusion, mais Guillaume sentit une vague de soulagement l'envahir. Malgré tout, il regarda Théodore Noir et hocha la tête. « J'accepte votre offre. » Théodore sourit et ouvrit sa sacoche, révélant plus d'or et de billets de banque que Guillaume n'en avait jamais vu au même endroit. 200 000 $ comme promis, plus le contrat continu pour les services de Foudre. Marc regarda avec stupéfaction. « Guillaume, qu'as-tu fait ?»« Ce que toi et Foudre m'avez appris, » répondit Guillaume, marchant pour caresser l'encolure de l'étalon. « J'ai finalement appris à voir la véritable valeur de ce que j'avais. »
Le shérif Leclerc s'éclaircit la gorge. Il y a d'autres bonnes nouvelles, Mercier. Les investissements que Fournier a faits en ton nom, ils sont tous légitimes et profitables. Le contrat ferroviaire seul rapportera des dividendes pour les 20 prochaines années. Tu es sur le point d'être l'un des hommes les plus riches des 3 territoires. Foudre hennit fièrement et frotta l'épaule de Guillaume. Après 10 ans passés à être considéré comme un fardeau, le magnifique étalon était enfin reconnu pour ce qu'il était vraiment. Non seulement un cheval, mais un partenaire, un ami, et maintenant le fondement d'un empire. Alors que les acheteurs se dispersaient et que les contrats étaient signés, Marc tira Guillaume à part. « Je dois te demander, depuis combien de temps savais-tu que Foudre pouvait marcher ?» Guillaume regarda son vieil ami et sourit. « Je ne savais pas avec certitude avant hier, mais j'ai toujours eu des doutes. Parfois, quand je le regardais dormir, je le surprenais à changer de position d'une manière qui semblait impossible pour un cheval paralysé. Ses muscles ne se sont jamais atrophiés comme ils auraient dû, et ses yeux... » Guillaume marqua une pause. Ses yeux contenaient toujours trop d'intelligence, trop d'esprit pour un animal brisé. « Alors, pourquoi ne l'as-tu jamais testé ?»« Parce que j'ai réalisé quelque chose de plus important, » dit Guillaume, regardant Foudre brouter paisiblement dans le pâturage. « Peu importait qu'il puisse marcher ou non. Je l'aimais de toute façon. Et peut-être, juste peut-être, qu'il l'a compris. C'est peut-être pour cela qu'il a guéri. Parce qu'il savait qu'il était en sécurité, pour se rétablir à son propre rythme. » Marc hocha lentement la tête. « Et peut-être que c'est pour cela qu'il m'a fait assez confiance pour m'aider. Il savait que quiconque te tenait à cœur valait la peine d'être aidé. » Alors que le soleil se couchait sur le carrefour des meuniers, Guillaume se tenait avec ses 2 compagnons, les plus fidèles, son plus vieil ami et le cheval qui avait tout changé. Le verdict du docteur Durand s'était avéré faux quant à la permanence de l'état de foudre, mais pas quant à sa gravité. Les fractures complexes et les tendons déchirés étaient réels et dévastateurs. Mais le temps, la patience et la détermination de Foudre avaient prouvé que même les prédictions médicales les plus sombres pouvaient parfois être surmontées. Foudre ne marcherait plus jamais. Il avait couru droit vers une fortune qui durerait des générations. L'annonce du vétérinaire était devenue le fondement de la plus grande réussite que le territoire ait jamais vue. Parfois, les prédictions les plus dévastatrices deviennent les plus beaux mensonges. Et parfois, les plus grandes fortunes se construisent sur rien de plus que le refus d'abandonner l'amour. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte de l'Ouest inoubliable, où le courage et le destin s'entrechoquent d'une manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est tout pour nous.